Mardi 3 mai 2022, nous parlons emploi ce matin. Quelle politique d'emploi pour la jeunesse? Quand vous allez ailleurs, vous trouverez même des entreprises envoyer des jeunes, payer les bourses pour des jeunes, aller étudier et à la fin, vous viendrez occuper des postes quelque part. Est-ce que chez nous, vous pensez que nous avons ça? Malheureusement, non. La politique de l'emploi des jeunes dans notre pays, c'est vrai que, en réalité, si nous en avons une, on ne la connaît pas. Le Congo mérite un New Deal politique, social, économique. Il faut qu'elle emploie, il faut qu'elle travaille pour les jeunesses. Les jeunes ont droit à un travail décent. Partout, les jeunes Congolais s'y retrouvent parce que se trouvant abandonnés, la politique, je parlais du système politique du pays, se donne à la débrouillardise. C'est comme ça qu'on a autant de licenciés, autant de ceci, cela, mais l'emploi pose problème. Phénomène Dubaï porte à Poti. Non mais tout ça c'est quoi? C'est la pauvreté. Est-ce que vous liez le tout au sujet du jour? Quelle politique de travail pour la jeunesse congolaise? Moi j'aime toujours ajouter, parce que nous sommes en RDC, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et la jeunesse, l'espoir de demain, on le dit toujours, mais quelle politique, je veux dire quelle politique d'emploi, tous lesquels du monde? On va commencer avec Zemmour. Je pense qu'aujourd'hui, parler de la politique d'emploi de la jeunesse, c'est premièrement c'est poser la question, il faut qu'elle emploie, il faut qu'elle travaille pour les jeunesses. Parce que j'observais ou je constatais, à chaque fois que les jeunes revendiquent ou font des posts sur les réseaux sociaux, ils revendiquent, ils travaillent, mais toujours un mot important et un qualificatif important qu'ils oublient, c'est que les jeunes ont droit à un travail décent. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'aimerais aussi qu'on enfatise ce point-là. La jeunesse n'a pas besoin qu'un travail. Parce que le travail, on sait qu'il y a plusieurs catégories de travail. Aujourd'hui, la jeunesse, dans si grands pays comme la RDC, a besoin d'un travail décent. C'est de cela qu'a besoin la jeunesse. Alors, puisqu'on parle de la politique d'emploi de la jeunesse congolaise aujourd'hui, il faudra que l'on se questionne justement sur ce qui fasse qu'il n'y ait pas assez d'emplois. Il y a un taux de chômage élevé. D'abord au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes chômeurs ici au Congo. Il faudra aussi se poser la question, qu'est-ce qui fasse que ces jeunes soient au chômage? Est-ce la faute de l'État? Est-ce la faute des jeunes eux-mêmes qui ne veulent pas le travail? Ce qui est faux, parce qu'on voit combien de bureautiques produisent des CV chaque jour. Donc ce n'est pas la faute des jeunes. Alors moi j'aimerais dire ceci. À l'heure actuelle, vous allez constater avec moi que les entreprises que la RDC a aujourd'hui sont moindres en fait. Le nombre d'entreprises est tellement minime. Et voir les nombres de jeunes, je peux dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Même si on continue à insister, demander à l'État d'accorder le travail à la jeunesse, je ne pense pas que tous les jeunes auront le travail. Parce que il y a peu de vieux, si je peux le dire comme ça, peu de nés qui sont déjà à l'âge de la retraite. Même si aujourd'hui on s'est décidé qu'on va renvoyer un bon nombre de vieux à la retraite, vous verrez qu'il y aura toujours un grand nombre de chômage. Aujourd'hui, vouloir réduire le nombre de chômage des jeunes ou de la jeunesse correspond, ou plutôt nous renvoie à la création de nouvelles entreprises. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes en plein 21e siècle où il y a une belle mécanique de création d'emplois qui est l'entrepreneuriat. Donc si on aimerait aujourd'hui parler de la politique d'emploi de la jeunesse, il faudrait premièrement revenir sur cela. Encourager d'abord la création d'entreprises. Donc demander aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout en se rassurant qu'il y a plusieurs mécaniques là justement qui permettent à ce que le jeune se lance dans l'entrepreneuriat et qu'il y ait vraiment création d'emplois. Mais également, puisqu'on se plaint tout le temps du taux de chômage qui s'accroît après chaque année ou justement chaque an que nous passons, il faut aussi se poser la question à qui la faute. Moi, j'aimerais dire que la faute est à toutes les parties, et à l'État et à la jeunesse. Alors, qu'est-ce que l'État devrait faire ou qu'est-ce que les deux parties devraient faire? Moi, je pense que... Vous épuisez la matière, là. Non, ne vous en faites pas, c'est juste une introduction, ne vous en faites pas. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, pour réduire les taux de chômage justement de la jeunesse, il faut établir une mécanique, moi j'aime pas ça, une mécanique entre les universités ou les instituts supérieurs avec les entreprises. Ça veut dire qu'après chaque année académique, il faut permettre aux entreprises de passer dans les universités afin de recruter les meilleurs des étudiants. Donc après chaque an, s'il y a des licenciés qui sont meilleurs, il y a des entreprises publiques et privées qui sont invitées dans les universités pour entrer en contact avec le meilleur des étudiants et voir comment est-ce qu'ils peuvent être engagés. Mais également, il ne faut pas oublier, tel que je l'ai dit, il faudra aussi encourager beaucoup de jeunes aujourd'hui à entreprendre. Je reviendrai peut-être lors de ma deuxième intervention pour
présenter les 3 axes qui vont permettre à ce que l'entrepreneuriat de jeunes participe vraiment à la réduction des taux de chômage de la jeunesse. Merci. Merci, Dolph Aaron Kazadi. Merci, je commence là où Dolph Il s'est a épinglé arrêté. beaucoup de points. Hein, Justement. Moi, j'ai besoin, puisque nous parlons travail et nous parlons aussi jeunesse, et si on faisait un petit bilan avant de revenir sur la première question? Oui, justement, je veux dire quelque chose. Dolph a parlé du taux de chômage. Je crois que les ministres, parce qu'on parle de la jeunesse, de notre secteur, a affirmé que le taux de chômage est de 19% récemment. Je ne sais pas, il s'est fié sur base de quels critères pour dire cette affirmation. On ramène la polémique sur le plateau. Non, ce n'est pas une polémique, c'est une réalité. C'est notre ministre. Les jeunes, c'est nous. Il dit que le taux de chômage, c'est de 19%. C'est une réalité. Il faut qu'on en débatte. Ce n'est pas un péché. Alors dites-vous, c'est faux ou c'est vrai? Non, la réalité est là aux yeux. C'est faux. Ça, c'est clair. C'est faux. Je ne sais pas, il s'est basé sur quels critères. Les chômages bas sont pleins en République démocratique du Congo. Moi, le problème, à qui la faute? Très bien. Le problème, je le situe au niveau de la formation. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on parle de la politique d'emploi pour la jeunesse. Parlons de cette politique d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir quel type d'homme je veux. OK? Pour quel emploi? Et ça, c'est la formation. Regardez la formation que nous avons dans nos universités. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Dans nos universités, on ne forme pas les gens qui peuvent créer des emplois, mais on forme les créateurs d'emplois, les chercheurs d'emplois. Oui. Regardez notre système éducatif, comment il se présente. Je note principalement 3 caractères de notre système éducatif. Premièrement, c'est le caractère que j'appelle un caractère surérogatoire. On nous donne, il y a le trop plein. Vous faites telle filière, mais on vous donne certains cours qui n'ont rien à voir avec vous, des choses que vous n'allez peut-être jamais pratiquer dans la vie, mais on vous les donne quand même. Le deuxième caractère, c'est les caractères obsolètes. On a un programme trop vieux. Il y a des choses en plein, au siècle présent, on n'en a plus besoin. J'ai vu quelque part, il y a encore des dactylos, on enseigne encore avec les dactylos. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a appris avec les dactylos, vous avez quelle politique d'emploi? Il va travailler où? C'est dans quelle administration qu'on utilise encore les dactylos? Troisième caractère, nous avons un système formaliste, ok? C'est de la formalité. On fait beaucoup de choses par formalité. Quand vous dites TP, travaux pratiques, en fait, c'est de la formalité. Et du coup, la résultante, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte d'inadéquation entre le programme, la formation qu'on a, et les attentes des entreprises. Vous terminez votre formation également, mais au niveau des entreprises, l'attente que l'entreprise a, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas aux jeunes qui terminent. C'est comme ça qu'on a autant de licenciés, autant de ceci, cela, mais l'emploi pose problème. Alors l'État devrait vraiment se tourner vers cette dynamique entrepreneuriale pour encourager les initiatives entrepreneuriales, déjà de par la formation. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui va, n'est-ce pas, booster, essayer un peu de réduire le taux de chômage. Malheureusement, qu'est-ce que l'État fait? Parce qu'on parle de la politique de l'État. L'État, sa politique, c'est d'aller chercher les investisseurs dehors. On va avec quelle formule? Aller chercher les investisseurs dehors. On va prendre beaucoup d'argent qu'on va investir pour des voyages, pour chercher des investisseurs dehors. Alors qu'on peut prendre ces mêmes frais pour investir de manière locale, pour créer des entrepreneurs ici localement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une politique claire pour l'emploi des jeunes. Et par conséquent, le taux de chômage aujourd'hui est en train de galoper. Les gens, on étudie par formalité. Il suffit que vous ayez dans votre famille un juriste, un médecin, ainsi de suite. Même les filières que nous faisons. Est-ce que l'État, est-ce que le pays a vraiment besoin aujourd'hui encore des juristes? Est-ce que le pays a encore besoin aujourd'hui des économistes? Je parle de pléthore, je ne dis pas qu'on n'a plus besoin des juristes, mais la tendance aujourd'hui, tout le monde qui va à l'université, on a des facultés ciblées. Donc, soit je suis en droit, soit je suis en médecine, soit je suis en économie. Et l'économie. Quand vous arrivez sur les terrains d'emploi, c'est un pléthore. C'est un pléthore, alors qu'il y a des secteurs qu'on peut très bien exploiter qui va résorber le taux de chômage. Encore une fois, à qui revient la responsabilité? Ça revient à l'État qui organise, parce que c'est l'État qui est le pouvoir organisateur. L'État peut encourager les jeunes à aller vers des filières là où il y a les besoins. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un besoin énorme. La pêche, il y en a qui viennent pour dire que c'est d'abord une passion. Non, mais... que vous réussirez à désorienter? Non, le problème, c'est quoi? L'État, il y a des besoins primordiaux. L'État sait qu'il y a les besoins dans tel domaine, ceci, cela. Maintenant, quand il n'y a pas de gens qui vont vers ces domaines-là, il faut encourager des jeunes à aller dans ces domaines de manière à ce que quand ils arrivent sur les terrains d'emploi, ils trouvent facilement de l'emploi. Quand nous tous ici, nous voulons être au bureau, tout le monde veut être juriste, tout le monde veut être économiste, eh bien, on va travailler où? Surtout qu'il n'y a pas des entreprises qui suivent après. Très bien, merci beaucoup, Aaron
Constantin Tambou. En fait, je commence par une blague que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Au Congo, quand la DGI, la DGRAD, les entreprises publiques recrutent, il n'y a pas de communiqué, mais quand l'armée recrute, c'est le bruit à la RTNC. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, nous parlons de la politique de l'emploi des jeunes dans notre pays. C'est vrai que, en réalité, si nous en avons une, on ne la connaît pas. C'est ça la vérité. Elle n'est pas soit vulgarisée, et personnellement, déjà, regardez à mon niveau, et d'ailleurs, moi qui suis même, je travaille beaucoup plus dans ce secteur-là, nous en avons presque pas. Parce que déjà, la politique de la promotion même de l'emploi, ceux qui travaillent, nous n'en avons pas. Allez dans l'administration publique, c'est un pléthore. Combien de retraités qu'il faut, combien de personnes qu'il faut envoyer à la retraite? On vous dit parce qu'il n'y a pas de moyens. Eux qui considèrent les jeunes comme des adversaires. J'étais choqué, j'ai reçu Fidel Kiangui, le président de l'intersyndicat de l'administration publique, la semaine passée, qui me disait il y a même des fonctionnaires qui ont atteint 100 ans, mais encore actifs, en train de travailler à 100 ans. Même en France, il y a des gens qui sont contre 65 ans. C'était un débat d'ailleurs. Mais ici, chez nous, nous avons des gens qui ont 100 ans. Et puis, lorsque vous l'envoyez en retraite, vous ne l'accompagnez pas. Pour ceux qui ont été envoyés en retraite, je me rappelle en 2009, en 2010, il y a eu des agents qui ont été envoyés en retraite. Déjà, la politique même de la promotion de l'emploi au niveau de l'administration publique, elle n'est pas trop claire. Alors, s'il faut parler au niveau de la jeunesse, c'est de la débrouillardise. Vous savez, tous les jeunes diplômés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Après ces études, ils cherchent à connaître, il va chercher soit son oncle, soit quelqu'un qu'il connaît. C'est toujours des recommandations, des parapluies, la politique, des choses se pareilles. Trouve au niveau familial, voire ethnique. C'est-à-dire, nous n'encourageons pas les jeunes à travailler, nous ne les encourageons pas à chercher le travail de façon aussi normale. Donc, qui n'encourage pas? Non, mais c'est déjà le système. Quand je parle du système, donc il y a la politique dedans. C'est-à-dire que la politique n'est pas aussi impliquée dans la consolidation de cet état de choses dans notre pays. Nous avons des jeunes. C'est quoi le rôle de la jeunesse dans tout ça? Non, mais la jeunesse semble être sacrifiée. Le système, tout à l'heure, Aaron disait l'État, tout simplement. C'est l'État. Vous parlez du système. Le système, oui. Et la jeunesse en soi. Non, la jeunesse, elle semble être sacrifiée. Vous voyez, la jeunesse est seulement victime de ce qui se passe. La jeunesse ne peut rien. Quand vous allez ailleurs, il y a des gens qui étudient avec l'objectif d'occuper déjà un poste quelque part. Quand vous allez ailleurs, vous trouverez même des entreprises envoyer des jeunes, payer les bourses pour des jeunes, aller étudier et à la fin, vous viendrez occuper des postes quelque part. Est-ce que chez nous, vous pensez que nous avons ça? Malheureusement, non. Et déjà, si l'éducation, le système éducatif est faible, c'est-à-dire, nous ne pouvons rien espérer aussi longtemps que ces deux secteurs, notamment le ministère du Travail et aussi bien le ministère de l'Enseignement, tous les ministères qui ont l'enseignement en leur charge, s'ils ne s'impliquent pas, nous aurons encore du mal et à former des cadres qu'il faut, mais au-delà de ça, à préparer déjà leur avenir après les études. Donc, c'est ça les difficultés que nous avons. Pendant que vous parlez tout à l'heure, vous m'avez juste mis la puce à l'oreille concernant la polémique actuelle. J'ouvre une parenthèse rapidement qu'on va vite essayer de fermer. Ici sur le plateau, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi si. On parle du phénomène Dubaï porte-à-potie. Non, mais tout ça, c'est quoi? C'est la pauvreté. Je vais expliquer rapidement. C'est quoi ces phénomènes? Des jeunes filles qui quittent le pays. En tout cas, on a beaucoup plus parlé des jeunes filles africaines, en tout cas. Aussi quelques influenceuses, bon, d'ici et d'ailleurs. Et on martèle beaucoup plus sur les influenceuses africaines, je ne dirais pas congolaises. Mais bon, c'est une réalité que nous vivons et c'est la polémique actuelle. Est-ce que vous liez le tout au sujet du jour? Oui, justement. Vous pensez que quelqu'un
je parle d'une influenceuse qui est par exemple journaliste, casée quelque part, avec un bon salaire. Elle pourrait accepter d'aller se salir, même si c'est à Dubaï. Je ne pense pas. Tout ça, c'est lié notamment à la pauvreté de jeunes qui sont diplômés, de jeunes qui ont des compétences, mais malheureusement, ils ne savent pas où les exprimer. Alors, ils vont vers là où il y a de l'argent. C'est pas l'envie de la vie facile, tout simplement. Parce que rien n'est facile non plus pour tout le monde. Hein. Non, rien n'est facile, c'est vrai. Mais j'aimerais bien que je travaille dur pour des choses qui m'aident à promouvoir des valeurs et non que je puisse aller me sacrifier pour des choses qui me dégradent davantage. Non, c'est pas normal. Mais au-delà de tout, nous continuons à condamner la pratique. Non, mais c'est une pratique qu'il faut condamner, c'est vrai. Nous n'encourageons pas les jeunes d'aller se livrer à de tels dérèglements, même si on est pauvre, même si on n'a pas autre chose à faire. Mais sinon, c'est regrettable, ça nous condamnons. Mais l'État doit s'organiser de sorte que ces jeunes qui finissent, ces jeunes qui ont la force, ces jeunes qui peuvent travailler dans le développement. Prenons l'exemple des Koulouna aujourd'hui. Ils travaillent, ils fabriquent des bancs, ils font des champs de maïs, ils font beaucoup de bonnes choses que nous acclamons aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que l'État a pensé à les mettre en valeur. Mais si on ne les met pas en valeur, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Mais ce n'est pas tous les Koulouna. C'est des machettes. Oui, mais ça continue malheureusement. Il faut que ça continue. Je vais profiter pour dénoncer un fait. D'ailleurs, moi, c'est vrai que ça fait toujours mal lorsqu'on en parle. Après, ça nous crée des soucis après. Mais attendez, et les enfants de militaires, je parle précisément du quartier vers Kouado, en diagonale du quartier Montfleury. Il y a des Koulouna qui sortent là à tout moment, mais avec des machettes. À les gens ne dorment sur pas. 24 aussi, moi j'ai appris, il y a eu même des morts. Continue. Au sein du camp Kokolo même, il y a eu des morts. Ça, il faut que ça continue. Il suffit que... Pour quelle raison? Mais c'est parce qu'il n'y a pas une politique d'encadrement de ces jeunes. D'abord, pour aller à l'école, c'est tout un problème. Les familles doivent se débrouiller lorsqu'il n'y a pas de moyens pour envoyer l'enfant à l'école. C'est-à-dire, on laisse l'enfant grandir comme, je ne sais pas quoi, comme... Non. Il faut vraiment que l'État voit comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème et ça va suffisamment réduire le taux de Koulouna que nous avons dans la ville, soit les envoyer dans les travaux du genre, dans les emplois du genre Kanyamaka CC, ou sinon, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, les envoyer à l'école et avec la vision de les préparer pour des postes à venir. Très bien, Pascal Kambala. Merci beaucoup. Ça tombe à pic, parce que hier, avec le professeur Guy Robert Silou, qui est venu de la France, nous avons discuté dans le cadre de la réflexivité par rapport à comment peut-on expliquer le chômage en RDC. D'emblée, il y a 84% de chômeurs en RDC. Et la grande question qu'il faudra se poser, je dis toujours la grande question, pourquoi? Quelles sont les bonnes politiques publiques qui ont suivi chaque régime pour résoudre le problème du chômage en RDC? À l'époque coloniale, nos parents travaillaient. Je me rappelle, ma mère était enseignante. Mon père travaillait aussi. Après l'époque coloniale, le régime Mobutu, quelles sont les bonnes politiques mises en place pour s'attaquer au chômage? Après Mobutu, Désiré, Joseph et Félix. Le grand problème, c'est quoi dans notre pays? Nous ne voulons pas résoudre des questions essentielles au Congo. Mais les Congolais veulent s'attarder toujours sur des futilités. C'est une poudrière, comme on a dit avec le professeur hier, dans l'émission, les chômages. Et lorsqu'on ne résout pas les problèmes de chômage, au niveau des élections, il faut qu'il y ait des votes protestataires. Mais malheureusement, la majorité des jeunes vont vers la politique. Et la politique au Congo est devenue comme on aime Pôle emploi. Nakamana, Viwana, ce Viwana Zui, ministre, on va me récupérer. Automatiquement. Tout est dénaturé politiquement. Le Congo mérite un New Deal politique, social, économique. Quand vous voyez le port des bananes, ça va engager combien d'emplois? Direct et indirect. Les grands Inga contraignent jusqu'à aujourd'hui à construire Inga 3. C'est-à-dire qu'au Congo, moi je l'ai toujours dit, même à la radio, c'est facile de créer des emplois.
Même c'est facile aussi de donner des bourses d'études aux étudiants. C'est question seulement de mettre des gens qui réfléchissent, des gens qui amènent des bonnes politiques. Une fois, je l'ai dit, vous voyez nos factures d'Asnel, Régie des eaux. Donnez ça aux étudiants. Les étudiants qui déposent par avenue, ils ont $100 par mois. Vous voyez que cet étudiant-là, il va refuser. Pour créer un emploi, dans chaque secteur au Congo, on créera des milliers d'emplois. Le vrai problème, c'est qu'il faut mettre en place des bonnes politiques publiques. Pas seulement à l'armée, pas seulement au niveau de la police où on recrute, non. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, le Congo, je peux arriver à dire que le Congo est encore vierge. Parce que, figurez-vous, tous les taux, la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa, si vous amenez une société qui évolue dans la salubrité, vous engagerez combien de jeunes? Si chaque famille de Kinshasa donne par mois $5 par rapport à tout ce qu'il y a comme immondice, mais les entreprises auront l'argent. Mais pourquoi ça traîne? Parce que les gens ne veulent pas mettre de bonnes politiques publiques en place. Et aussi, quand vous parlez de retraités, moi je connais une entreprise où, comment voulez-vous, les gens quittent les entreprises, aillent en retraite, quand on ne sait même pas les payer leur pension de retraite? Quand on parvient même à détourner de l'argent des retraités. Quand vous constatez que l'INSS, la cotisation, votre cotisation, n'est jamais versée. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le laxisme a atteint un niveau bizarre. J'apprends qu'on va recruter de nouveaux magistrats. Mais vous savez, vous allez recruter de nouveaux magistrats. C'est bien beau. Mais il faut mettre des structures, il faut mettre des bons salaires. Il faut une autre idéologie pour voir comment on peut faire asseoir l'administration de la justice. Donc, aujourd'hui au Congo, les secteurs de transport aujourd'hui, les privés qui ont mis leurs taxis bus, c'est-à-dire qu'au Congo, c'est une question de bonne politique publique pour créer des entreprises. Donc, les projets de 145 territoires, je ne sais pas si c'est déjà lancé, mais ça va tout d'abord freiner l'exode rural. C'est-à-dire que chacun de nous, donc, on quitte Kinshasa, on quitte province de Notoya Kotote, balancez tous ces projets-là, vous verrez des gens auront. C'est-à-dire qu'à un moment, on se demande, mais attendez, pourquoi nous-mêmes, nous ne voulons pas créer? Ou bien, bon, il faudra comprendre, c'est un processus, hein? Même si nous critiquons, mais c'est un processus, parce qu'aujourd'hui, Banana... Même si on critique, c'est des critiques constructives après. Banana aussitôt lancé, ce n'est pas le même jour qu'on recrute des gens. C'est-à-dire que plus tard, on va rénover le port de Boma, le port de Matadi, le route. Aujourd'hui, pour moi, le Congo, c'est un grand chantier où, au Tiki Moussala, on a Bénédicte, comme on a Kasumbalé, ça. On travaille dans ce temps. Pourquoi? Parce que les offres d'emploi deviennent être nombreux au Congo. La demande, l'offre est belée au Congo. Mais ce qui est bizarre, bon, qu'est-ce que le gouvernement définit comme politique d'emploi? Trop de discours. On n'a pas besoin de discours au Congo. Au Congo, on a besoin des actions. Société telle est, pas des sociétés des aventures où non, les gens viennent donner les $5 et puis les gens disparaissent avec vos dossiers. On a besoin, on crée des emplois et les gens trouvent. Même les étudiants qui terminent. Madame, je vous dis, créer des emplois au Congo, moi je vous dis, c'est facile. Parce que le Congo est encore vierge au niveau des emplois. On peut créer dans tous les secteurs. Même, attendez, cet esprit d'entrepreneuriat, mais qui peut entreprendre? Ce n'est pas tout le monde. Hein? Ah oui, tout le monde. Comme ça, mais aussi là-bas, aussi on a le Bombachar. C'est fini. Donc, Constantin viendra aussi. Non, Constantin ne viendra pas. C'est ça le vrai problème au Congo. Donc, non, mais j'ai dit ce qui est correct. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudra que le gouvernement mette de bonnes politiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cette volonté politique. Il faut qu'il y ait la volonté politique et qu'on pourra créer dans chaque province les emplois. Et les Congolais vont être stables, avec des bons salaires. Pas payer les gens, comme l'a toujours dit le professeur Guy Robert Silou, payer les gens au lance-pierre. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire à ce stade ici. Bien, on va prendre la page publicitaire. Et on se retrouve après pour avoir l'avis de Prince Nito. Les temps filent d'une manière, mais bon, on verra. Et c'est la suite d'On est ensemble. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait prendre Prince Nito. Tout le monde a droit à la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes resté longtemps orphelin de la parole. Mais très attentif. Très bien. Ouais. Nous vous écoutons. Alors, je vais commencer par cette affirmation. Ce que la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse à qui, personnellement, je jette des fleurs parce que c'est une jeunesse très active.
avec un rien, un jeune Congolais, de partout où il se trouve, il arrive à faire quelque chose pour ne serait-ce que prendre en charge sa famille. Autre chose, j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo, notre pays, est très lié au fameux article 15. Débrouillez-vous. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que partout les jeunes Congolais s'y retrouvent, parce que se trouvant abandonnés par la politique, je parlais du système politique du pays, se donnent à la débrouillardise. Et c'est vrai, ce n'est pas aussi facile que ça, mais au moins, on voit des jeunes à gauche et à droite, à l'intérieur du pays, tout comme ici à Kinshasa, essayer de créer des emplois, essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, bien que n'ayant pas vraiment des bases de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, les sérieux problèmes pour moi aujourd'hui de ces taux de chômage élevés, tout à l'heure Pascal Kambala a parlé de 84% du chômage. Pour moi, c'est vrai, ça me crève les cœurs, mais je me dis que quelque part, l'État congolais a la plus grande responsabilité. Tout à l'heure, le docteur Aron a parlé de la formation. Et moi, je reviens là-dessus avec un accent très particulier sur cette même formation, mais en évoquant l'inadéquation entre la formation et l'emploi. À notre naissance, et selon ce que nous vivons, on nous a appris que voilà, pour gagner sa vie, il faut travailler dans des bureaux. Pour gagner sa vie, il faut être dans la scène politique. Pour gagner la vie, il faut être ministre, il faut être cela. S'il vous plaît. On parle de ça pendant plusieurs années aujourd'hui, alors que sous d'autres cieux, nous avons vu que l'État, en fait, excusez-moi, dans d'autres pays, on a vu l'État assurer ce qu'on appelle l'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, nous avons le secret pour sortir les jeunes Congolais dans le chômage à travers le ministère de la formation professionnelle. Mais que vise ce ministère? La mise en valeur des main-d'œuvre qualifiées. Parce qu'une fois que la main-d'œuvre qualifiée est assurée, il y a facilité de créer aussi des richesses. Nous avons tous fait l'université et on nous a fait comprendre qu'il n'y a que les universitaires qui peuvent gagner leur vie. Mais c'est faux, parce qu'on a vu que plus il y a des diplômés d'université, mais plus il y a aussi des chômeurs. Parce que nous ne sommes que des demandeurs d'emploi. J'ai fait mon journalisme à l'UNIKIN ou à l'IFASIC, c'est parce que je vise à aller travailler à B1 et d'autres chaînes de télévision. Mais on ne me forme pas en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de richesses. Or, pour revenir sur la formation professionnelle, je vais m'attarder là-dessus, parce que pour moi, aujourd'hui, tout régime, en commençant par le régime actuel et même le régime futur, le secret pour nous de sortir dans ces chômages, c'est à travers la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, dans la formation professionnelle, on me forme comme menuisier. Comme menuisier, je peux créer, juste une fois fini ma formation, juste à côté, je peux constituer mon atelier et commencer un travail. Et après un temps, je peux être à même d'engager d'autres personnes, sortir d'autres personnes du chômage, surtout les jeunes, leur donner de l'emploi. Aujourd'hui, les plombiers, tous ces travaux, on dit ça comment en lingala? Musala Maboko, c'est ça? Musala Maboko. Voilà. Tous ces travaux qui, excusez-moi, j'ai lingala un peu brouillé. Alors, tous ces travaux aujourd'hui sont négligés. Dans notre société, on fait comprendre aux jeunes, mais écoutez, si tu es menuisier, tu ne gagneras pas ta vie. Alors que sous d'autres cieux, pour ceux-là qui, une fois, sont allés du côté nord, ils savent que tous ces travaux, tous ces ingénieurs,
tous ceux-là qui pratiquent les Moussala Maboko, ainsi de suite, ce sont des techniciens Oui. que l'on forme. Aujourd'hui, on voit des gratte-ciel à travers, en construction, à travers le monde, on va dire. à travers le monde, à travers, même ici, à travers la ville de Kinshasa, on voit des immeubles qui poussent comme des champignons. Mais allez-y là-bas, vous verrez que les mains d'œuvre sur les 100%, à 60%, voire même 70%, ce sont des étrangers. Parce que le Congolais n'est pas formé pour assurer ces différentes tâches. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment tolérer. Autre chose, peut-être pour chuter, c'est par rapport à l'École nationale d'administration. Là, je reviens dans l'administration parce que c'est vrai que nous allons tirer sur les gouvernements, mais quelque part, on doit se dire aussi que... Les responsabilités sont partagées. Mais l'État en est toujours le plus grand des responsables. Parce que Le garant, parce que c'est lui qui détermine la marche. Qui donne les temps, d'ailleurs. C'est lui qui détermine la marche du pays, c'est pas les individus. Alors, en parlant de l'ENA, nous avons vu, tout à l'heure, on a parlé du renouvellement de l'administration. C'est très bien fait. Parce que, croyez-moi, moi, j'ai des amis qui ont fait l'ENA. Et je peux affirmer qu'à la fin de leur formation, nous qui avons eu la même formation à l'université, tu sens qu'ils ont un plus vraiment considérable en ce qui concerne l'administration publique. Et ça, c'est quelque chose que nous devons louer. Mais maintenant, l'État qui crée, en fait, qui a mis en place cette école nationale d'administration. Mais pour quelle fin? Très souvent, ils sont déversés dans des administrations publiques. Mais quelque part, n'y avait-il pas moyen de pousser ces jeunes gens qui finissent à l'ENA d'être aussi créateurs d'emplois? Parce qu'avec la formation qu'ils ont, ce sont de très bonnes formations, des formations de qualité, et qui, selon moi, ce sont des formations qui devraient servir pour même le secteur privé. Parce qu'on a vu, sous d'autres cieux, l'allègement de climat des affaires. On a vu que les entreprises qui créent des emplois. Et en créant ces emplois, ces entreprises se multiplient en fait. Donc il y a une entreprise qui crée l'emploi. Il engage par exemple 100 jeunes. Mais parmi ces jeunes, il y a d'autres jeunes qui créent des entreprises sous forme de filiales de ces entreprises. Et ça permet quand même d'assurer une bonne couverture d'emploi dans des pays. Autre chose... Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Ça sera votre conclusion aussi. Ah, déjà? Oui. Ah, d'accord. Alors là, je vais sauter. Mais pour parler de la méritocratie. Aujourd'hui, c'est vrai que plein de jeunes demandent l'emploi. C'est vrai, parce que nous avons raté la formation. Pas nous, mais la majorité des Congolais, des jeunes Congolais, qui a raté la bonne formation. Cette majorité des Congolais, des jeunes Congolais, a besoin d'emploi. Mais ce que nous voyons aussi quelque part, c'est que ce sont des jeunes, mais qui ne sont pas qualifiés. Tu as besoin d'emploi, tu veux travailler à tel ou tel autre endroit, mais tu n'as pas les qualités, tu n'as pas les qualités requises pour assumer tel ou tel autre emploi. Et c'est là que je parle de la méritocratie. C'est que quelque part, moi je pense que pour conclure, la voie des sorties vraiment pour les jeunes Congolais du chômage reste un regard particulier du gouvernement sur la formation professionnelle. Pour moi, ça reste en tout cas la clé pour sortir le pays du chômage. Nous avons vu qu'il y a très souvent parmi ces jeunes en chômage, il y a des jeunes en échec scolaire. Il y a des jeunes en échec scolaire qui peuvent être pris en charge par la formation professionnelle. Il y a d'autres qui finissent, pour terminer, l'école primaire, qui peuvent aussi se faire inscrire dans des écoles techniques, dans des écoles de formation professionnelle. Et après quelques temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas se passer du jour au lendemain, mais on croit
que vraiment, s'il y a un regard particulier sur la formation professionnelle, d'ici 3 à 5 ans, on aura quand même réduit, peut-être pas sensiblement, le taux de chômage dans notre pays, mais on aura quand même réduit le taux de chômage. Merci. Très bien, merci beaucoup, Prince Nito. Vous n'avez pas cessé de marteler sur le ministère de la formation professionnelle. C'est vrai que nous avons un ministère qui existe, mais j'ai comme l'impression que ça ne communique pas assez, hein, non? Bon, parlons... Il n'y a pas grand-chose en termes de communication, j'ai comme l'impression. Parce que certainement, si on pose la question, ils nous diront... Les gens rêvent dans les cabinets, climatisation, vous nommez des gens, parce que je vous nommez des gens, ils n'ont pas de vision, vous nommez des gens... Avec tout ce qui s'est passé là-bas récemment, dans ces ministères de la formation professionnelle... Il faut dire la vérité. Quand on dit ça en français, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui rêvent dans leurs bureaux. Moi, j'ai eu à travailler dans une entreprise publique. Je sais ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des gens qui rêvent, qui attendent que les salaires. Il n'a que cette langue, la français, d'après près. Il ne maîtrise absolument rien. Même formation professionnelle, quand tu ignores, toi les dirigeants, tu ignores, tu ne pourras pas engager des gens. Tu ne sauras pas. Comment on peut créer de l'emploi? Parce que je suppose qu'il y a un travail qui est en train de se faire depuis que madame est à la tête du ministère. Mais pourquoi on n'est pas... Quel est le niveau des gens que vous placez? Il vient faire quoi? Quel est l'objectif? Les missions lui assignées. Dans un pays pauvre, on vous nomme PDG dans une entreprise, on vous nomme ministre. C'est-à-dire qu'il y a des défis majeurs à relever. Mais quand les gens viennent... Vous savez quoi? J'ai appris... Commençons à coter publiquement les ministres. Vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont fait que signataire à Tchèque, puis paraphe. Ils font rien. C'est-à-dire que quel est le problème? Dans un pays pauvre, ça sera votre mot de la fin. Oui, dans un pays pauvre où les gens, l'emploi est difficile. Mais nous devions voir des chantiers par-ci, par-là, création d'emplois en masse. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, vous savez quelle est la conséquence? Il n'a même pas le pouvoir d'achat. Nyongo sino nyongo, banque Lambert hollandais par-ci par-là. Il y a des pratiques bizarres que les gens exécutent. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? C'est de nommer Moutologo Constantin. Il est consciencieux. Mon cher Liban, on va nommer au ministère du Travail. Tu vas donner l'emploi aux jeunes parce que tu comprends c'est quoi les ministères. Tu as évolué beaucoup dans cette histoire-là. Parce qu'on s'attaque pas à l'actuel ministre. Mais attendez, même ceux qui même l'emploi créé. Les gens touchent combien? Les gens touchent combien par rapport? Moi, je connais, il y a des entreprises où les gens, les taux là, c'est bizarre. Les gens n'arrent pas à vivre. Le SMIC n'est pas respecté. Les inspecteurs du travail ne font pas leur travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appartient au gouvernement d'établir, pas trop de politique, votre verbiage, non. Pratiquement du concret, du praxis. Qu'est-ce que vous faites dans le Congo central? On a que les gouverneurs. Le gouvernement a créé combien d'emplois dans chaque secteur? Et vous verrez le Congo s'est stabilisé. Avec tout ce qu'il y a comme, j'ai proposé les New Deal économiques, social et politique. On n'a pas besoin de rêver. Vous voyez les autorités, on a Twitter, on a dit ceci, au Pierrot a dit ceci. Mais où on a l'autorité ninoise? Les gens sont à tout moment à la téléphone. Mais attendez, est-ce qu'il réfléchit au moins? C'est ça, il ne sait pas. C'est ça le problème. Donc, je ne dis pas que je suis excellent, mais tenter comment je vais créer l'emploi? Non, tenter Robin. Vous avez compris que nous parlons déjà piste de solution, nous parlons remède à cette maladie justement qui est le chômage au sein de la jeunesse congolaise. Alors, vous êtes jeune, hein? C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué. Comme je l'ai dit, c'est des critiques constructives à la base. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Je constate qu'il y a plusieurs ministères qui sont censés travailler dans ces domaines. Vous avez parlé du ministère de la formation professionnelle. Il y a un ministère qu'on a créé récemment pour l'entrepreneuriat et tout. Il y a un ministère des petites et moyennes entreprises. Il y a le ministère du travail. Il y a le ministère de la jeunesse. Finalement, tous ces ministères, ça sert à quoi? Déjà qu'il n'y a pas de politique claire pour l'emploi. Et même ceux qui ont quand même cet emploi, comment sont-ils payés? Les SMIC, c'est quoi? Vous savez, quand les gens sont exposés à une telle précarité sociale, les gens sont prêts à tout. Vous avez connu les fameux feuilletons de My God Rêve. Il y a un gars qui vient de je ne sais où, qui débarque comme ça, il va des entrepreneurs préfabriqués, des millionnaires préfabriqués. Et voilà. Et donc, cette maladie, puisque vous parlez d'une maladie, je suis en train de comparer cette situation, je crois que c'est un cancer. Parce qu'un cancer, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'une part, il y a la multiplication des cellules, d'autre part, il y a la mort des cellules programmées qu'on appelle l'apoptose. Donc, si vous avez une multiplication, si vous avez une mitose exagérée, sans apoptose, il n'y a pas de mort programmée des cellules, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura
beaucoup de cellules, ça crée un cancer. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais après, il n'y a pas de retraités. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un cancer. Le pays souffre d'un cancer qui est en train de détruire petit à petit le pays. Et nous sommes là face aux dirigeants, malheureusement, qui n'ont pas assez de conscience. On a seulement des projets. On est dans des projets. Par exemple, ce projet des 145 territoires, je l'ai toujours dit, c'est un excellent projet. Pour moi, d'ailleurs, le régime actuel devrait commencer par ça. Au lieu de passer les temps dans le seau de mouton et tout. Il fallait commencer par ça. C'est un excellent projet. Si on le fait bien, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, on aura encore des cas de corruption, des cas de détournement. Il faut s'attendre à ça. Les gens vont encore détourner l'argent. Il faut s'attendre à ça. Ne soyons pas les prophètes des malheurs. Ne soyons pas le... fictive qui se crée déjà pour aller prendre des marchés. Alors des entreprises préfabriquées, encore une fois. Les hommes politiques qui sont derrière ça. Triste réalité, malheureusement, Constantin Tambo. Bon, je voudrais parler en termes de solutions, mais avant cela, je donne d'abord l'exemple de Wewa, aujourd'hui dans notre ville. Pas seulement à Kinshasa, dans toutes les villes. C'est une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité pour le gouvernement d'organiser ces secteurs. Quand vous allez dans d'autres pays, les gouvernements ont réfléchi en termes d'organiser les taximens, par exemple. Créer des entreprises autour de ces taximens, leur donner à crédit des véhicules. Ils travaillent dans une société, ils versent. C'est un peu le genre esprit de vie comme on avait fait ici. Mais où en sommes-nous? C'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Et les Ouïouis ici, si on les organisait, ce n'est pas seulement question de les interdire. Beaucoup dans la ville, bossa la boété, bola ta casque, bossa la boété. Tout ça, c'est des... Vous voyez tout ça? Or, s'ils étaient organisés et que l'État mettait un peu de moyens, ils gagneraient encore davantage parce que ces gens-là seront cette fois-ci au moins soumis à payer leurs impôts, soumis à payer des plaques d'image. Parce que là, en tant qu'État, j'achète la moto, je l'équipe avec tous les documents possibles, les matériels aussi possibles, je vous le donne. Vous travaillez, vous amenez un versement à un taux préférentiel. Et je pense que ça pourrait beaucoup plus les aider parce que ces amis-là, ce sont des chômeurs, tout simplement déguisés. S'ils trouvent mieux ailleurs, donc, chez nous, la politique, même les petites opportunités, les brèches que la population ouvre à travers les Wewa, les receveurs et tout ce que nous connaissons dans notre ville, des emplois informels qui naissent du jour au lendemain, nous n'avons même pas une politique d'encadrer au niveau informel. Et au niveau formel, nous sommes encore très loin. Et c'est ici que le gouvernement est interpellé pour investir. Créer des emplois, c'est investir. Vous voyez, nous parlons de l'inadéquation entre l'éducation et les emplois. La formation et les emplois. Non. Vous connaissez combien d'entreprises qui recrutent aujourd'hui à Kinshasa? Il n'y a pas de postes. Il n'y en a pas. Et nous sommes loin, on ne peut même pas parler de l'inadéquation. Mais le taux parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le taux de 19% est sorti d'où alors? Et puis, non s'il vous plaît, il y en a où qui sont ouverts, où on lance les offres de recrutement. Et on les fait à la partie de l'intérieur. Vous voyez, tout ça c'est encore des vices. Nous continuons des vices. On engage des gens, mon frère. D'où il faut que l'État applique d'abord une bonne politique au niveau de l'encadrement des emplois informels. Et puis, avancer pour voir dans quelle mesure formaliser tous ces autres domaines qui sont en souffrance. Prenons par exemple nos marchés aujourd'hui, nos jeunes, nos mamans, nos papas qui vont se débrouiller dans des marchés. Vous pensez que ces gens-là, ils ne sont pas aptes à travailler? Non. Nous avons l'énergie pour travailler, mais nous sommes dans un système qui n'est pas organisé pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes à travers ce que nous connaissons. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Au début, vous nous avez parlé de 3 axes que vous allez proposer comme piste de solution. Ah oui, piste de solution par rapport à un point que j'avais épelé. Je parlais justement de
il y a création d'emplois quand il y a création d'entreprises. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a trop de chômeurs parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Et même les entreprises qui existent, il n'y a pas une bonne mécanique qui permet de recruter des jeunes pour qu'ils aient du travail. Et moi, je me dis aujourd'hui, puisqu'on est là pour encourager la jeunesse d'entreprendre, de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait insister sur cela, que l'entrepreneuriat requiert de la formation. Donc, dans un premier temps, il faut former les jeunes par rapport à cela. Si c'est encore un tout petit peu tard d'injecter l'axe entrepreneuriat dans l'éducation normale, il faut permettre à ceux qui ont déjà fini, qu'ils aient des formations spéciales par rapport à l'entrepreneuriat. C'est la première des choses. Deuxièmement, l'État doit aussi permettre de faire en sorte que le jeune qui se lance en entrepreneuriat soit encouragé par l'État. Si l'État est incapable de donner le travail aux jeunes, identifier les structures des jeunes, les entreprises des jeunes qui ont déjà mis en place leur structure, leur entreprise, et voir comment les soutenir avec des fonds et tout ce qu'il y a comme moyens financiers pour qu'ils aient de l'avant. Mais également dire aux jeunes qu'ils voient comment formaliser ou plutôt comment formaliser les structures d'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint tout le temps que non, l'État ne nous considère pas. Mais combien de jeunes ont dit formaliser leurs structures au niveau de l'État? Alors, moi, je suis peut-être heureux parce que je sors fraîchement d'une soirée grise que nous avons organisée qui a permis aussi de toucher la politique, l'entrepreneuriat et l'éducation. Aujourd'hui, moi, je pense que s'il faut réduire le taux de chômage des jeunes, il faut premièrement d'abord revoir les systèmes éducatifs, ou plutôt ce que nous avons comme formation. D'abord, au niveau des écoles, au niveau de l'université, injecter déjà la partie entrepreneuriat, mais également permettre aux jeunes de comprendre qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, ce n'est pas celui qui a une cabine au coin de la rue, non, c'est pas celui-là. C'est celui qui a une vision, celui qui a un projet, celui qui a de l'avant. Aussi, il faut le dire, Madame Bénédicte, tous les jeunes, tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Ça sera aussi une faiblesse de notre part. Nous ne devons pas qu'encourager les jeunes à entreprendre, mais nous devons aussi rappeler à l'État qu'il est aussi appelé à créer de l'emploi dans l'administration. Donc, parce qu'il y a des jeunes qui rêvent faire partie de l'administration de l'État aujourd'hui. Donc, il faudra aussi revoir la question des retraites, voir qui envoie à la retraite, voir aussi quels sont les jeunes qui ont la compétence de travailler dans l'administration de l'État. Je crois que si on les faisait comme cela, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, on réduirait le taux de chômage. C'est un peu cela. Très bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mon invitation. C'était un plaisir d'être avec vous, de passer 1h30 avec vous, chers téléspectateurs. Tout a été dit et j'ai rien à rajouter, rien à enlever. Et merci à vous de nous avoir suivis. On sera avec vous encore une fois le mardi prochain, 9h30, 11h juste, ici, sur Bio1 Télévision. Restez branchés.